Bonjour tout le monde, merci de votre attention. Dans l'épisode de cette semaine, nous passerons en revue les lancements de fusées, nous parlerons du retour de l'échantillon de l'astéroïde Bennu sur Terre, de la mise à jour d'Ariane 6, de l'habitat spatial gonflable testé par Sierra Space, des activités de Starbase bien sûr, et la découverte de CO2 par James Webb Space Telescope sur Europa. MS-23 qui retourne sur Terre et l'ESA qui met en service le télescope spatial Euclide. Le 24 septembre, SpaceX a lancé 22 mini-satellites Starlink V2, appelés groupe 618, à bord de sa Falcon 9, depuis son complexe de lancement spatial 40 de Cape Canaveral Space Force Station en Floride. Les satellites étaient positionnés à 530 km d'altitude sur une orbite terrestre basse circulaire. Et le premier étage a atterri à 643 km plus loin sur son drone ship Just Read Instructions. Il s'agit d'ailleurs le 17e vol et aussi atterrissage réussi d'un premier étage d'une Falcon 9. En fait, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième premier étage qui a effectué son 17e revol à SpaceX. D'ailleurs, à l'origine, le premier étage de la Falcon 9 était conçu pour effectuer seulement 10 vols, mais grâce à l'expérience acquise, SpaceX a travaillé à le requalifier pour 20 vols. De plus, ce fut cette fois-ci le 200e revol d'un premier étage d'une Falcon 9. C'est quand même assez impressionnant. Le 25 septembre, SpaceX a lancé avec succès 21 mini-satellites Starlink V2 appelés groupe 7-3 depuis sa base spatiale à Vandenberg Pad 4E en Californie à bord d'une Falcon 9. Donc ce premier étage a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You pour une 6e fois dans l'océan Pacifique. Le 26 septembre, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 4C depuis son centre de lancement de satellites Yongquan en Chine. À son bord se trouvait le satellite de télédétection Yogan 3304. Le 27 septembre, la force aérospatiale du corps de la garde révolutionnaire islamique a lancé sa fusée KAZD SLV depuis son site d'essai de missiles de Shahrud en Iran et a placé avec succès son satellite Nour 3 sur une orbite terrestre basse circulaire à 450 km d'altitude. Il s'agit du 3e lancement d'un satellite de reconnaissance et de surveillance du spectre. Il y a 2 ans, la NASA a envoyé un satellite appelé OSIRIS, ça veut dire Origin Spectral Interpretation, Resource Identification and Security, pour récupérer des échantillons de l'astéroïde Bennu et étudier la composition de la surface de l'astéroïde Apophis. Donc, le 24 septembre, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA, donc REx ici signifie explorateur Regolith, a effectuer une dernière correction de trajectoire pour fermer son passage vers la Terre. Le vaisseau spatial, de retour de l'astéroïde Bennu, a réussi à déposer des échantillons qu'il avait récupérés avant de zoomer sur la Terre pour sa prochaine mission et de visiter un tout autre astéroïde qui s'appelle Apophis d'ici 2029. Donc pour cette mission d'ailleurs, son nom deviendra Osiris Apex, Apex pour explorateur Apophis, et le vaisseau spatial passera 18 mois à proximité d'Apophis, étudiant l'astéroïde de 350 mètres et s'approchant suffisamment pour utiliser ses propulseurs pour balayer les roches de la surface et exposer les matériaux souterrains afin d'analyser sa composition.
Mais revenons maintenant à Osiris-Rex. Son vaisseau échantillon s'est parachuté sur la Terre et a atterri dans le champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah, au sud-ouest de Salt Lake City. Sierra Space a testé son habitat à peau flexible pour réduire considérablement le coût d'exploitation en orbite avec son produit Life Habitat. Auparavant, Sierra Space avait testé avec succès le spécimen à petite échelle. Cependant, ce spécimen testé dans cette vidéo contenait une fenêtre métallique ou plus précisément une maquette de fenêtre avec une plaque d'obturation. Selon Sierra Space, cette dernière étape réussie valide le concept et avance avec des tests à grande échelle de Life Habitat d'ici la fin de cette année. Ils affirment que cette étape renforce la position de l'entreprise en tant que leader de l'industrie dans le développement des stations spatiales commerciales destinées à être utilisées en orbite terrestre basse et dans l'espace lointain. Ce type d'habitat offre d'ailleurs de nombreux avantages puisqu'il propose plus d'espace aux astronautes sans avoir besoin de fusées plus grandes ou plus larges pour placer de telles habitations en orbite, comme pour l'ISS par exemple. Si vous vous souvenez, Sierra Space s'est associé avec Blue Origin et d'autres sociétés pour construire une station spatiale commerciale appelée Orbital Reef qui devrait être opérationnelle en 2030. Dans un épisode précédent d'Espace News, je vous avais fait part de récents essais au feu statique des premiers et deuxième étages d'une Ariane 6 qui sembleraient avoir été concluants. Cependant, Joseph H. Bachet, directeur général de l'ESA, a fourni cette semaine une mise à jour du groupe de travail Ariane 6. Il a déclaré « Excellentes données et résultats des tests à chaud de septembre pour Ariane 6 en Guyane française et en Allemagne. Cependant, une anomalie a été détectée dans le système hydraulique du vecteur de contrôle de poussée lors de la préparation du prochain test. Les essais de tir à chaud de longue durée n'auront plus lieu le 3 octobre, le temps que les équipes en étudient les causes. Nous reviendrons vers vous avec plus de mises à jour lorsqu'elles seront disponibles. » Donc pour les téléspectateurs récents, Ariane 6 est la version améliorée d'Ariane 5 conçue pour être 44% moins chère qu'Ariane 5 et avec une charge utile légèrement plus élevée jusqu'à 12 tonnes en orbite de transfert géostationnaire et 20 tonnes en orbite terrestre basse. En revanche, juste pour comparaison, SpaceX Falcon Heavy peut transporter 27 tonnes en orbite de transfert géostationnaire et 64 tonnes en orbite terrestre basse. En regardant l'évolution du poids de la charge utile d'Ariane 5, qui a évolué durant les années pour presque doubler, il est probable que le poids de la charge utile d'Ariane 6 augmenterait avec le temps pour concurrencer les super lourds de SpaceX. Le temps nous le dira. L'instrument visible d'Euclide, aussi VIS, imagera le ciel en lumière visible, donc de longueur d'onde entre 550 et 900 nanomètres, pour prendre des images nettes de milliards de galaxies et mesurer leur forme. Cette image a été prise lors de la mise en service d'Euclide pour vérifier que l'instrument VIS focalisé fonctionnait comme prévu selon l'ESA. Nous pouvons aussi voir des galaxies spirales et elliptiques, des étoiles proches et lointaines, des amas d'étoiles et bien plus encore. Ainsi, l'instrument spectromètre et photomètre proche infrarouge d'Euclide, appelé NISP, est dédié à la mesure de la quantité de lumière émise par les galaxies à chaque longueur d'onde. Euclide imagera le ciel en lumière infrarouge de longueur d'onde entre 900 et 2000 nanomètres pour mesurer la luminosité et l'intensité de la lumière. Cette image d'ailleurs a été prise lors de la mise en service d'Euclide pour vérifier que l'instrument focalisé fonctionnait comme prévu selon l'ESA. L'ESA d'ailleurs est satisfaite de la phase de mise en service d'Euclide.
À Starbase, à Boca Chica au Texas, SpaceX a testé sous pression le prototype S-26.1 jusqu'à sa destruction sur son site de Macy. Le spécimen d'ailleurs était rempli d'azote liquide, c'est pourquoi vous voyez la fumée blanche qui se propage, causée par l'évaporation de l'azote liquide. L'anneau de l'étage chaud a ensuite été retiré du booster neuf. Comme le test en vol ne devrait pas avoir lieu qu'en octobre, cela pourrait permettre à SpaceX de vérifier quelques éléments sur, par exemple, l'interaction booster-anneau chaud. Puis, il a été remis en place quelques jours plus tard, ainsi que son Starship numéro 25. La Star Factory aussi continue son expansion, comme vous pouvez le constater. Cette semaine, l'ESA a montré une série d'images du télescope spatial James Webb sur Europa, l'une des lunes de Jupiter. Ce graphique montre une carte de la surface d'Europa prise par une caméra proche infrarouge à gauche et des cartes de composition dérivées de données de l'unité de champ intégrale du spectrographe proche infrarouge dans les 3 autres panneaux suivants. Je pense qu'à ce moment précis, certains d'entre vous se demandent de quoi je parle. Pour expliquer dans des termes simples, ce sont des équipements qui nous permettent de visualiser des centaines d'objets à la fois, non pas sur la base de l'œil nu, de ce qu'on verrait nous-mêmes, mais sur quelque chose que nous ne pouvons pas voir, au-delà du spectre de couleur rouge appelé infrarouge, un peu comme votre télécommande. Vous ne pouvez pas voir le signal infrarouge généré par la télécommande, donc c'est un peu la même idée. Le reste du jargon signifie que l'équipement est réduit en taille. Dans les cartes de composition, les pixels blanches correspondent au dioxyde de carbone dans la région à grande échelle de terrain chaotique perturbé connu sous le nom de Tara Regio. Alors, c'est exactement au centre et un peu à droite. La découverte suggère un environnement potentiellement habitable dans l'océan souterrain salé d'Europa. Par rapport à l'épisode de la semaine dernière sur le K2-18b, qui se trouvait à 120 années-lumière de nous, donc c'est-à-dire à 1,14 quadrillion de kilomètres, Europa n'est qu'à 0,00007 années-lumière, c'est-à-dire à 628 millions de kilomètres de nous. Europa est donc relativement proche de nous. Je ne serais pas surpris si nous voyons des missions spatiales vers Europa lancées au cours des 2 prochaines décennies. La dernière actualité spatiale de cette semaine est le retour du trio MS-22 depuis la Station spatiale internationale. Si vous vous en souvenez, les 2 cosmonautes de Roscosmos, Sergei Prokopiev, Dimitri Petelin, et l'astronaute de la NASA, Frank Rubio, étaient supposés revenir sur Terre il y a 6 mois. Mais en raison d'un problème sur la capsule MS-22, Roscosmos a envoyé une capsule MS-23 vide à la place, mais ceci signifiait que l'équipage du MS-22 devrait rester près d'1 an ou 361 jours dans l'ISS. Donc Frank Rubio est devenu le premier astronaute américain à rester en orbite pendant 1 an. Bien entendu, le record du nombre de jours passés dans l'espace appartenait au cosmonaute Valery Polyakov avec 437 jours passés dans l'espace au milieu des années 1990. Le commandant de l'ISS, Sergei Prokopiev, a maintenant confié la direction de l'ISS à l'ESA Andreas Mogensen, et la capsule MS-23 transportant l'équipage du MS-22 a finalement atterri le 27 septembre en douceur dans la steppe kazakh au Kazakhstan. Restons encore dans les étoiles. Je ne voulais pas finir ce bulletin sans vous montrer cette superbe photo. Le télescope spatial James Webb a publié une image de l'écoulement supersonique de gaz et de plasma provenant des pôles d'une étoile si jeune qu'elle n'a pas encore atteint sa taille adulte.
Les jets jaillissent des pôles de la proto-étoile Herbig Haro 211, projetés dans l'espace interstellaire par les forces violentes de la naissance de la nouvelle étoile. La turbulence dans les panaches de gaz et de plasma excite les molécules qui s'y trouvent, les réchauffant jusqu'à ce qu'elles brillent. Différentes couleurs signalent différentes molécules, telles que la molécule d'hydrogène, l'oxyde de silicium et le monoxyde de carbone. Merci d'avoir regardé cet épisode et revenez la semaine prochaine pour plus d'actualités et de technologies spatiales. Pour mon adorable public, je suis Christophe Paget. Passez une bonne semaine et à bientôt.